Et on va y aller. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire du CEMIR. Euh, donc, oui, je réponds déjà à une question. C'est oui, vos micros ont bien été désactivés, Romain. Aujourd'hui, donc je suis Rémi Coudroy, je travaille à Poitiers et aujourd'hui j'ai le plaisir de modérer cette session avec Cécile Aubron de Brest et nous avons le privilège d'accueillir le professeur Frédéric Lapostole qui travaille au SMUR 93 à Vicenne et qui va nous parler de la prise en charge préhospitalière de l'arrêt cardiaque. Voilà, je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure. Merci, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien, mais sinon je sais que vous nous le ferez savoir. Alors, en fait, vouloir parler de la prise en charge préhospitalière de l'arrêt cardiaque, c'est vous dresser l'interminable liste de nos échecs. Si on prend la chaîne habituelle de prise en charge de l'arrêt cardiaque, en fait, vous allez voir qu'à chaque étape, nous n'avons enregistré que des échecs. Le premier échec, il est sur la première étape, et finalement, depuis 2006, nous sommes censés avoir mis en place des programmes de formation des enfants. C'est clairement la seule solution d'avenir. Malheureusement, aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons, à la responsabilité de l'éducation nationale, ça n'a pas été mis en place. Si on passe à l'échelon suivant, je vais m'attarder sur les dispositifs automatisés de massage cardiaque externe parce que c'est vraiment un exemple tout à fait typique de ce qui se passe avec la prise en charge réanimatoire de l'arrêt cardiaque. En fait, sur un plan théorique, quand sont arrivés ces dispositifs, tous les voyants étaient au vert. C'est-à-dire qu'on savait que le principal déterminant du pronostic des patients en arrêt cardiaque, enfin en tout cas un critère indépendant de survie, c'était la qualité du massage cardiaque. Et vous voyez ici avec un odds ratio très élevé, les patients pour lesquels on respecte le mieux les critères de qualité de la réanimation, et en l'occurrence le massage cardiaque, ont un meilleur pronostic que les autres. Mais on sait aussi que très très vite, la performance du secouriste qui masse diminue et que le moment où il se rend compte que sa performance est moins bonne, c'est déjà longtemps après qu'il ait altéré sa performance. Or là, évidemment, la machine peut faire mieux que l'homme. Ensuite, la place même du massage cardiaque a évolué. On était dans un schéma classique, 5 compressions, une ventilation, 5 compressions, une ventilation, et finalement, c'est un peu le système de cette pompe à l'ancienne, c'est-à-dire vous pompez une fois, il ne se passe rien, vous pompez 2 fois, il ne se passe rien, vous pompez 3 fois, peut-être qu'il se passe quelque chose, et il faut pomper 3-4 fois pour amorcer le système et avoir de l'eau, donc pour nous, avoir du débit cardiaque. C'est une des raisons qui a conduit à progressivement passer à 15,2, à 30, et puis pour certains, n'avoir plus que des compressions thoraciques. Et effectivement, quand on a un modèle de réanimation standard qui alterne la ventilation et la compression, on fait plutôt moins bien que quand on a uniquement les compressions. Alors dans cette étude, il y a d'autres paramètres à prendre en considération, mais globalement, vous voyez, on est limite, mais c'est significatif. Donc en tout cas, il y a un argument pour privilégier une stratégie de réanimation qui va reposer sur les compressions thoraciques en continu. Quand on passe à l'animal, vous voyez ici, massage cardiaque externe standard, ceinture de compression. Dans les deux cas, qu'il y ait eu ou pas de l'adrénaline, c'est mieux avec la ceinture de compression. Donc le modèle expérimental avec des paramètres hémodynamiques, ici la perfusion coronaire, est un argument fort en faveur de l'utilisation des dispositifs automatisés. Ce qui s'est confirmé dans des premières études chez l'homme, où globalement les paramètres hémodynamiques sont plutôt meilleurs quand on passe du massage manuel au massage automatisé. Ici, c'est l'autopulse, la ceinture. Donc, tous les voyants sont ouverts et pourtant, quand les études randomisées arrivent, elles ne sont pas favorables. Et vous voyez ici, dans cette étude, il n'y a pas de bénéfice au dispositif automatisé. Et si on regarde la survie à la sortie de l'hôpital, c'est non significatif, mais c'est clairement sans tendance, puisque c'est plutôt du mauvais côté que le bras a l'air de pencher. On va ici, même étude, avec un autre dispositif, c'est le Lucas, donc cette fois-ci c'est le piston, même résultat, des grosses cohortes, vous vous rendez compte, là il y a plus de 4000 patients qui ont été inclus, pas de bénéfice significatif à l'utilisation d'un dispositif automatisé versus le massage standard. Et il faut avouer que c'est des résultats qui ont été
assez désopilants parce que sur le plan théorique, ça devait fonctionner. Mais c'est des résultats qu'il faut garder en tête quand on réfléchit à ce qui pourrait améliorer le pronostic de l'arrêt cardiaque, parce que ce n'est pas la première fois que le passage au niveau de preuve élevé va nous entraîner la non-confirmation de ce qui était initialement suspecté. Et vous voyez cette méta-analyse qui est sans appel, on ne peut pas être plus neutre que ça, ici en poulant toutes les études qui ont recouru au dispositif automatisé de massage cardiaque externe. Donc, le feu qui paraît vert est en fait clairement rouge et probablement les explications sont multiples, mais c'est globalement le concept de l'introduction dans nos stratégies de réanimation d'un nouvel outil qui est remis en cause. Donc, c'est extrêmement compliqué et ça, c'est un modèle qu'il faut garder en tête quand on va prendre la liste de ce qui a déjà été fait, mais de ce qui pourrait encore être fait. Plein de choses ont été essayées. Ici, on avait travaillé sur la compression des jambes en alternance avec la compression abdominale, des dispositifs de compression thoracique et abdominale. Ici, une espèce de parapluie qui se dépliait, qui était directement sur le cœur. Eh bien, on n'a enregistré que des échecs. Aucun d'entre eux n'a amélioré le pronostic des patients en arrêt cardiaque. Alors, c'est la question numéro 3, en fait. On ne va pas les faire dans l'ordre. Voici la question. On va en revenir au fondamental qui est le massage cardiaque. Je vous dis que masser plus vite, c'est mieux, masser plus fort, c'est mieux, masser plus vite et plus fort, c'est encore mieux, et que masser plus vite et plus fort, c'est sûrement pas possible. Et là, vous répondez. Le vote est ouvert. On va vous laisser quelques secondes pour voter. Allez, encore 5 secondes pour les indécis. Allez, je ferme le vote. Voici les réponses. Alors, vous avez plutôt dit que masser plus vite et plus fort, c'est sûrement pas possible, et que masser plus fort, c'est mieux. Alors, en fait, donc il faut que je clique là, voilà. En fait, si on reparle du massage cardiaque, les dernières recommandations ont, sur la base, évidemment, d'études observationnelles, conseillé d'augmenter la profondeur du massage. Donc, de masser plus fort, vous avez raison, plutôt 5-6 cm alors qu'on était à 4-5. Mais on comprend bien que ce sont des études observationnelles, ce sont même des extrapolations d'études observationnelles parce que c'est absolument méthodologiquement impossible de dire demain, on va faire une étude avec un massage 4 cm ou 5 cm, sans compter que probablement 4 et 5, ce n'est pas la même chose chez tous les patients. Et dans le même temps, sur la base d'études observationnelles, eh bien, on recommande de masser plutôt entre 100 et 120, alors qu'on disait précédemment qu'il fallait masser aux alentours de 100, d'où l'idée des chansons, vous voyez, comme Staying Alive. Donc, il faut masser entre 100 et 120. Mais personne n'est allé se poser la question de savoir si les deux étaient compatibles. Et effectivement, vous aviez beaucoup de bon sens dans vos réponses, c'est que quand on regarde quand on regarde ici la profondeur en fonction de la fréquence de massage, à l'évidence, plus on va masser vite, moins on va masser profond. Et vous voyez, les deux zones colorées ici sont les zones cibles, et la zone cible, à la fois de profondeur et de rythme, eh bien, représente un tout petit nombre de points. Et souvent, ici, c'est des secouristes, hein, c'est une étude avec des séquences de compression thoracique sur un mannequin par des secouristes entraînés, et vous voyez que souvent, ils massent trop vite. Et quand on regarde les résultats, vous voyez ici en rouge, le nombre de compressions qui sont dans la cible en fonction de la fréquence de massage, eh bien, quand on est entre 100 et 120, ce qui est la cible, on n'est que à 32% de compression dans la cible. Et si on s'accélère un peu, ce qui est souvent le cas, on est à moins de 20%. Donc, ce n'est pas compatible. Et les deux objectifs ont été évalués et retenus séparément, mais les deux ensemble, ça ne fonctionne pas. Encore une fois, même sur les basiques ici de massage cardiaque, vous voyez qu'on n'est pas très, très bon. Donc, tout était vrai. Masser plus vite, c'est sûrement mieux. Masser plus fort, c'est sûrement mieux. Les deux ensemble, c'est sûrement encore mieux, sauf que c'est difficilement faisable, même avec une machine, puisque vous avez vu que les machines n'avaient pas abouti.
Si on continue la triste liste de nos échecs, eh bien, on peut venir sur la dernière phase qui va être une transition. En fait, chez les patients qui ont repris une activité cardiaque spontanée, l'idée de l'hypothermie dans l'arrêt cardiaque, vous voyez en haut, hein, ce n'est pas une nouveauté, ça date de 1959. Ça a été suffisamment porté par les premières études pour qu'il y ait une revue dans le New England, il y a une dizaine d'années, qui donnait toutes les stratégies de réchauffement. Et puis, vous voyez qu'après être réchauffé, on a été refroidi parce que dans ces dernières études sur le bénéfice du préhospitalier, eh bien, rien ne sort. Et la plupart des équipes qui recouraient dès le préhospitalier à l'hypothermie ont abandonné cette pratique en l'absence d'arguments scientifiques solides. Si on passe maintenant aux médicaments, je vous propose une liste. Quels sont les médicaments qui ont fait la preuve de leur efficacité dans la réanimation de l'arrêt cardiaque? Vous avez la vasopressine, l'adrénaline, la fibrinolyse, l'amiodarone ou aucun d'entre eux. Voilà, vous avez la possibilité de voter. Plusieurs réponses possibles. Allez, encore 5 secondes. Allez, je mets fin au vote. Voici les résultats. Donc, vous êtes plutôt pas très optimiste, hein, puisque vous êtes 60% à avoir répondu aucun d'entre eux. Et les deux autres médicaments, donc pour ceux qui pensaient qu'il y avait des preuves, c'est l'adrénaline et l'amiodarone. Alors, ça tombe bien parce qu'on va pas mal parler de l'adrénaline. Si on passe en revue ces médicaments, eh bien, il y a 15 ans, ont été réalisées les premières fibrinolyses sur des arrêts cardiaques réfractaires, puis pas forcément réfractaires. Et cette étude prospective randomisée, finalement, reposait sur l'idée qu'un nombre non négligeable, et c'est probablement près d'un tiers des patients, avaient un arrêt cardiaque qui était secondaire à un infarctus aigu du myocarde, puis un nombre de patients pas forcément bien quantifié dans un contexte d'embolie pulmonaire, et que donc ça faisait suffisamment de patients pour qu'il puisse être intéressant de généraliser la thrombolyse. Bon, vous voyez, les résultats sont sans appel, et l'idée d'une fibrinolyse systématique de l'arrêt cardiaque a été abandonnée il y a plus de 10 ans. On met ça de côté. Les antiarythmiques, alors il fallait oser parce que finalement tout le monde était dans l'idée de les utiliser, historiquement la xylocaïne et puis plus récemment l'amiodarone. Et dans cette étude, ils sont comparés à un placebo. Et là aussi, vous voyez les résultats. En plus, ils sont aidés, entre guillemets, par le fait qu'ils sont chacun comparés au placebo. Et vous voyez, que ce soit l'amiodarone, la lidocaïne, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre le placebo et les deux antiarythmiques, ni entre les deux antiarythmiques entre eux. Et pourtant, on continue à le faire, mais vous voyez que c'est comme la thrombolyse qu'on continue à faire de temps en temps, sans argument. La seule étude sur le sujet est négative, en tout cas n'est pas positive, avec des collectifs de patients qui sont tout sauf négligeables. Je vous passe rapidement les études qui ont écarté la vasopressine, qui n'a pas fait mieux que l'adrénaline, qui ont testé des fortes doses d'adrénaline versus des doses conventionnelles d'adrénaline, qui n'ont pas fait mieux que la dose standard d'adrénaline. On a écarté ça aussi. Vous voyez, deux grosses études, de New England, deux échecs. Mais regardons pendant quelques minutes la question de l'adrénaline. C'est il y a une vingtaine d'années quasiment qu'à la suite d'études observationnelles, comme ici, eh bien, les patients qui reçoivent de l'adrénaline ont une mortalité supérieure à ceux qui ne reçoivent pas d'adrénaline. Confirmé ici, mais avec l'introduction d'un autre élément, qui est qu'il y a plus de reprises d'activité cardiaque chez les patients qui ont reçu de l'adrénaline, mais à la fin, il y a autant de morts, voire plus de morts dans le groupe des patients qui ont reçu de l'adrénaline. Et ça va être tout le dilemme aujourd'hui de l'utilisation de l'adrénaline dans cette pathologie. Les Japonais enfoncent le clou avec une petite étude de plus de 400 000 arrêts cardiaques. Vous noterez au passage, et ça c'est très important, quand on passe de l'étude observationnelle à l'étude randomisée, regardez, c'est une étude observationnelle, c'est un registre, il y a 400 000 patients, mais dans ces 400 000 patients, il n'y en a que 15 000 qui reçoivent de l'adrénaline, et généralement, ils n'en reçoivent pas parce qu'ils ne sont pas perfusés. On verra ça dans d'autres études. Et bien ici,
les patients qui reçoivent de l'adrénaline ont plus souvent une reprise d'activité cardiaque. Par contre, quand on regarde le pronostic et le pronostic neurologique à la sortie de l'hôpital, eh bien, il est en défaveur de l'adrénaline et cette étude résume bien tout le dilemme de l'utilisation de l'adrénaline. Qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Si on prend la population générale ici, vous injectez l'adrénaline à un patient en arrêt cardiaque, il ne repart pas, qu'est-ce que vous faites? Vous réinjectez l'adrénaline. Il ne repart pas, qu'est-ce que vous faites? Vous réinjectez l'adrénaline. Et donc, ce n'est pas une surprise de constater qu'il y a plus de morts dans le groupe de patients qui a une forte dose d'adrénaline, mais c'est aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a plus d'adrénaline dans le groupe de patients qui restaient morts parce qu'ils ne reprenaient pas d'activité cardiaque. Donc, on voit bien ici qu'il y a des facteurs confondants qui rendent très difficile l'interprétation de ces études observationnelles. Quels que soient les groupes, choquables, non choquables, plus les patients de l'adrénaline, plus ils meurent, mais plus ils meurent, plus ils ont de l'adrénaline. Alors, nous, on avait l'impression, et moi, je continue à avoir cette impression dans la vie de tous les jours, c'est qu'à l'inverse, quand on ne fait pas d'adrénaline, nos patients en arrêt cardiaque, ils ne repartent pas. Et effectivement, ici, ce sont les données du registre des arrêts cardiaques. La logique est celle-ci. À chaque minute, la probabilité que nos patients en arrêt cardiaque repartent diminue. Mais quand on regarde en réalité les patients qui ont une reprise d'activité cardiaque et à quel moment survient cette reprise d'activité cardiaque, eh bien on voit que ce n'est pas linéaire, c'est linéaire au début, c'est probablement assez linéaire ici, mais il y a un pic, et ce pic, il survient juste après l'arrivée de l'équipe de réanimation. Et cette équipe de réanimation, elle fait quoi? Elle intube, elle ventile, on reparlera, et elle injecte l'adrénaline. Donc, on a l'impression que pour que le patient reparte, et ça ressemble assez aux résultats des études observationnelles, il faut qu'il ait de l'adrénaline. Une autre façon de le regarder, c'est en décortiquant ces arrêts cardiaques. On va écarter ceux qui sont repartis après un choc électrique pour garder ceux qui ne sont pas repartis après un choc électrique administré par les pompiers. La logique à ce moment-là, c'est que le patient devrait, avec le seul massage cardiaque, plutôt repartir quand il est pris en charge par le premier secours, puisque plus le temps passe, plus sa probabilité de reprise d'activité cardiaque spontanée diminue. Or, on observe exactement le contraire. Quand on regarde des patients qui n'ont pas été choqués et qui reprennent une activité juste après, donc dans les premières minutes de réanimation, c'est 1%. Quand on prend ceux qui n'ont pas de reprise d'activité cardiaque pendant la réanimation par les premiers secours, mais qui ont après une reprise d'activité cardiaque pendant la partie médicale avec l'intubation, la ventilation et l'adrénaline, eh bien c'est 23%. Donc on a vraiment l'impression qu'on ne peut pas passer à côté de l'adrénaline pour la reprise d'activité cardiaque, même si ça n'améliore pas le pronostic des patients à plus long terme. Alors effectivement, quand on randomise les patients, eh bien, vous avez ici les résultats. Ils ne sont pas en faveur de l'adrénaline. Alors, ici, c'est trompeur, mais on va regarder la totalité des résultats que je vous montre ici. Si on regarde le pronostic neurologique des patients. Et voilà tout le problème. Il y a un peu plus de reprise d'activité cardiaque, il y a un peu plus de survie, mais il n'y a pas plus de survie avec un bon état neurologique. Or, ce qui nous intéresse, c'est le bon état neurologique. Vous noterez aussi ici qu'il y a 8000 patients dans cette étude. Et tout le problème est là. Tout le problème est là. Si on veut qu'il y ait une reprise d'activité cardiaque, il faut de l'adrénaline. Si on veut que le patient aille à l'hôpital, il faut de l'adrénaline. Là, vous vous rendez compte, il y a 40% de patients en plus qui vont aller à l'hôpital quand ils ont eu de l'adrénaline. Le problème, c'est que ça ne se traduit pas par une amélioration du pronostic avec un bon pronostic neurologique à la sortie de l'hôpital ou à distance. Alors, peut-être qu'avec l'adrénaline, en fait, on s'est trompé de paradigme. Parce que pour que les patients en arrêt cardiaque survivent, à l'évidence, ce n'est pas l'adrénaline. Les résultats des études observationnelles et d'études randomisées que je viens de vous montrer ne soutiennent pas l'utilisation de l'adrénaline comme élément d'amélioration du pronostic final de l'arrêt cardiaque. Mais, pour que le patient survive, il faut quand même qu'à un moment, il ait une reprise d'activité cardiaque. Et là, pour l'instant, l'outil le plus performant que l'on ait pour la reprise d'activité cardiaque, c'est l'adrénaline. Et vous voyez bien tout le dilemme qui est l'adrénaline n'améliore pas la survie, mais elle est indispensable à la reprise d'activité cardiaque. C'est la quadrature du cercle. Hein. C'est bon pour le cœur, c'est pas bon pour le cerveau. Le pronostic initial se joue sur le cœur, le pronostic final se joue sur le cerveau.
Je vais passer sur ça. Donc l'adrénaline, elle est indispensable parce qu'elle fait repartir le cœur, qui lui-même est indispensable pour le pronostic à plus long terme. Par contre, elle est délétère pour le pronostic neurologique. Et voyez ici la quadrature du cercle. On ne sait pas très bien résoudre le problème, ce qui fait qu'on continue à administrer de l'adrénaline à ces patients dans l'attente soit d'une alternative, soit de l'association, et c'est une voie de recherche pour certains, de l'association d'adrénaline avec quelque chose d'autre qui permettrait de préserver pour partie le pronostic neurologique. Donc, à la question sur les médicaments efficaces, bien, vous voyez que s'allonge la liste de nos déceptions. Aucun d'entre eux n'a fait la preuve, mais on va même plus loin. C'est-à-dire que quand on les a testés, ils n'ont pas fait la preuve. Ce n'est pas qu'on ne l'a pas cherché, c'est que quand on l'a cherché, on n'a pas trouvé la preuve de l'efficacité de la vasopressine, de l'adrénaline à forte dose, de la fibrinolyse ou de la myodarone pour améliorer la survie des patients en arrêt cardiaque. Un autre point dont évidemment il faut parler, qui est du même registre, les résultats vont être sensiblement les mêmes, c'est l'intubation. Je vais aller directement sur l'étude française, et beaucoup des études que je vous ai montrées d'ailleurs sont des études françaises. Dans cette étude, les patients en arrêt cardiaque ont été randomisés pour être intubés ou ventilés au bas-vu, avec un critère de jugement qui est, pareil, le pronostic neurologique, les patients avec un bon pronostic neurologique à J28. Le résultat, le voilà. Alors en fait, vous voyez bien sur les chiffres, il n'y a pas de différence statistiquement significative, mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce que méthodologiquement, en fait, c'était une étude de non-infériorité, et la non-infériorité n'est pas atteinte. Mais quand on regarde les autres critères, eh bien, on a l'impression que là aussi, c'est mieux de recevoir de l'oxygène pour que le cœur reparte. Et sur des critères de jugement secondaires, c'est plutôt en faveur de l'intubation. Mais clairement, sur le critère de jugement principal, et peut-être que c'est là aussi qu'il faut s'interroger, commencer par avoir des études qui vont montrer que le cœur repart et puis dissocier ça à d'autres études sur le pronostic à plus long terme. En tout cas, la question se pose parce qu'ici, on a des stratégies qui améliorent la reprise d'activité cardiaque, qui sont sans impact sur le pronostic à plus long terme. Donc, la non-infériorité n'est pas démontrée. Il n'y a pas de supériorité à la ventilation au masque. Il y a une tendance à avoir, et sur certains critères, c'est significatif, plus de complications. Alors, il y a eu d'autres études, comme celle-ci qui a été publiée dans le JAMA après l'étude française que je viens de vous montrer. J'attire votre attention sur la difficulté pour nous à extrapoler finalement ces résultats, parce que vous voyez ici, il y a 40% d'échecs d'intubation, alors que nous sommes, nous, dans ces études, sur l'arrêt cardiaque en préhospitalier, à 95% de succès d'intubation. Donc, c'est pareil que dans les médicaments, dans les études anglo-saxonnes, parce que ce n'est pas le cœur de métier parfois des paramédics que de perfuser et d'intuber, eh bien, les résultats en fait sont parasités, entre guillemets, par le fait que l'échec du médicament est lié à l'échec de la mise en place du voie veineuse. Et ici, on compare deux stratégies thérapeutiques, mais avec un taux d'échec qui est énorme dans l'un des deux bras. Bien, écoutez, on a fait un tour dans lequel on a enregistré quand même beaucoup plus d'échecs que de succès. Néanmoins, il y a quelques petits succès, tout petits, d'où la question. Quelles sont les techniques qui ont fait la preuve de leur efficacité dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque? Donc, il y en a une pour laquelle on a réglé le problème, mais il y en a d'autres. Donc, la défibrillation semi-automatique, le massage cardiaque sur un patient assis, l'hypothermie préhospitalière, là j'espère que vous allez tous bien répondre, l'ECMO et le Doppler transcranien. Je vous écoute. Le vote est ouvert. Plusieurs réponses possibles. On va se donner encore quelques secondes. Allez, on va fermer le vote dans 3 secondes. Ok, voilà les résultats. Bon, il y en a deux qui ont dormi pendant l'hypothermie. Et puis, ça tombe bien parce qu'on va reparler de l'ECMO dans quelques minutes. Alors, le seul vrai succès, clairement, c'est la défibrillation. Alors, c'est particulier parce que c'est démontré dans un contexte très spécifique. C'est démontré à Las Vegas dans les casinos où les
vigiles qui sont dans tous les couloirs, dans tous les coins, et avec des radios et des caméras partout pour être alertés s'il se passe quelque chose. Évidemment, l'essentiel, ce n'était pas d'être alerté dans un casino s'il y avait des malaises. N'empêche que quand il y avait des malaises, ils étaient systématiquement alertés. Et ici, vous voyez des taux de survie qui sont complètement hallucinants. Il y a ici 60% de survie à la sortie de l'hôpital. Alors, dans un sous-groupe de patients, c'est important, pour lesquels il y a des témoins, qui a une fibrillation ventriculaire et qui a pu être défibrillé. Mais vous voyez, on est à 60%. C'est même pas la peine de faire une étude pour le comparer au reste. 60%, personne n'a jamais vu ça, mais j'insiste, un contexte très particulier dans les casinos, avec peu d'espace, beaucoup de personnes, du stress, des caméras, des personnels qui ont été formés. Depuis, il y a évidemment d'autres études qui ont corroboré ces résultats, et on est certain que l'un des éléments déterminants pour améliorer le pronostic des patients en arrêt cardiaque, c'est le défibrillateur. Alors, le défibrillateur, ça suppose quelqu'un qui ait donné l'alerte, qui ait récupéré le défibrillateur et qui ait su utiliser le défibrillateur. Un autre succès, mais qui va être précédé d'une question, c'est un succès parce qu'on a su répondre à une question. Et la question était très particulière parce que c'était la question sur quid de l'entourage d'un patient en arrêt cardiaque. Donc, je vous pose la question. Est-ce qu'on a des preuves? Donc, on a fait une étude donc, sur la présence de la famille pendant la réanimation. Est-ce que les résultats de l'étude laissent à penser que c'est mieux pour les proches d'être présents pendant la réanimation? En fait, c'est démontré que c'est mieux pour les proches. C'est démontré que c'est moins de stress pour l'équipe, ou c'est sûrement plus de stress pour les équipes. Je vous laisse voter. Le vote est ouvert. Plusieurs possibilités de réponse. On va laisser encore quelques secondes. Et le vote est clos. Voici les résultats. Bon, vous trouvez que c'est plus de stress pour les équipes et que c'est démontré pour les proches. Alors, c'est une question évidemment éminemment importante, et dont l'histoire était restée en 1998 à cet article du Lancet qui posait problème, parce qu'ils avaient prévu de faire une étude prospective randomisée. Donc la randomisation, c'est présence de la famille, ou enfin opportunité pour la famille d'être présente versus la famille non présente. Et en fait, l'étude a été interrompue très prématurément parce que les équipes ont pensé que c'était mieux pour les familles d'être autorisées à être là et n'ont plus accepté de randomiser les patients dans l'étude. Donc, on était sans réponse à cette question avec, vous voyez, 25 patients inclus. C'était clairement insuffisant pour répondre, et ça pose problème parce que finalement, on était passé d'une volonté d'avoir une réponse scientifique à une croyance des personnels que c'était mieux. La réponse, vous l'avez sous les yeux, c'est encore une étude française. En plus, c'est une étude qui vient de Bobigny, et dans laquelle on montre que sur des critères de jugement qui sont évidemment les critères qui concernent la famille, les proches et non plus les patients, à savoir l'anxiété, le stress post-traumatique, eh bien, c'est mieux dans le groupe intervention, il y a moins de stress post-traumatique, et ces résultats sont confirmés. La différence est accentuée par le fait que l'anxiété et la dépression sont moins fréquentes dans le groupe intervention. Le groupe intervention, c'était quand on proposait à la famille d'être présente pendant les manœuvres de réanimation. Et évidemment, il y avait deux interrogations corollaires. La première, c'est est-ce que la présence de la famille a un impact sur la conduite de la réanimation et le pronostic du patient, parce qu'on aurait été bien embêté que l'un ou l'autre des critères sortent. Il n'y a absolument pas de différence significative. Et j'ai mis pour vous ce qui peut constituer une inquiétude. Est-ce qu'il y a un stress pour le médecin, l'infirmier et l'ambulancier? Il n'y a absolument aucune différence significative sur les échelles de stress entre les deux groupes, que la famille ait été présente ou pas. Donc, à la question, c'était « c'est mieux pour les proches, c'est démontré ». Et il n'y a pas d'argument, il n'y a même pas de tendance dans nos résultats pour penser que ça augmente le stress de l'équipe. Et d'aucune façon, ça n'a modifié, en fait, l'attitude de l'équipe. Il n'y a pas eu plus d'adrénaline injectée, il n'y a pas eu des réanimations plus longues ou plus courtes.
tous les paramètres sont exactement les mêmes dans les deux groupes. Donc, d'aucune façon, ça ne modifie notre façon de prendre en charge les patients. Alors, à partir de là, où je vous ai quand même fait une longue liste de nos échecs, quelles sont les perspectives? Surtout en faire un peu de Eh bien, ça, c'est une situation pas très fréquente, mais qui pose problème. Vous voyez, ce patient, sous le massage, sur le dispositif automatisé de massage cardiaque externe, à l'évidence, il a des signes de vie. Sauf que chaque fois qu'on interrompt la réanimation, il n'y a plus rien. Et aujourd'hui, la seule ressource, au moins sur le papier, pour ces patients, c'est l'ECMO. Donc, vous avez forcément vu ces images ou celle-ci mise en place au Louvre. OK, ça se fait. Il y a des équipes mobiles qui viennent le faire. Et ça a été démontré dans ce papier parisien, publié dans Resuscitation il y a quelques années. Dans un premier temps, ils ont finalement un pronostic qui n'est pas très bon et ils vont affiner leurs critères de sélection. Et en affinant les critères de sélection sur l'âge des patients, sur les comorbidités, sur le fait que l'arrêt est survenu devant un témoin, que le no-flow est court, que le low-flow n'est pas trop long, on va avoir une augmentation majeure de la survie avec grosso modo 30% de patients qui vont survivre à un arrêt cardiaque. Mais vous voyez qu'on est encore loin des chiffres du casino, mais c'est bien meilleur, c'est quasiment 10 fois plus que ce qu'on enregistre dans la vraie vie. Première remarque, c'est que finalement, sur 4 ans, ils prennent en charge plus de 15 000 arrêts, il y a 150 patients inclus, ça représente 1% des patients. Ce qui derrière va poser une vraie question éthique, économique. Est-ce qu'il faut mettre en place des stratégies lourdes pour 1% des patients? Parce que ça veut dire une équipe de garde qui va aller mettre l'ECMO pour 1% des patients. Mais la question qu'on s'est posée, nous, c'est comment est-ce qu'on va faire une étude prospective randomisée pour répondre à la question? Alors, c'est facile. Il y a un groupe ECMO. Donc, on va randomiser, on va tirer au sort. Un groupe de patients aura l'ECMO. Dans ce groupe-là, la survie, on la connaît. Elle est dans l'étude. C'est 29%. On a utilisé les données de notre registre. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est le registre national électronique des arrêts cardiaques. Et à ce jour, nous avons inclus à peu près 5600 patients. Nous avons appliqué les mêmes critères, et il y a une légitimité à le faire puisque nos deux départements sont voisins, sauf que chez nous, en Seine-Saint-Denis, il n'y a jamais d'ECMO pour les patients en arrêt cardiaque, en tout cas, elle n'est jamais mise en dehors de l'hôpital. Eh bien, en appliquant les mêmes critères, on tombe sensiblement sur les mêmes chiffres. En fait, j'arrondis à 2. Eux sont à 1,1, nous, on est à 1,6. Donc, ça concerne à peu près le même nombre de patients. Maintenant, quand on regarde la survie chez nos patients, en appliquant ces mêmes critères, qui sont très sélectifs, je vous l'ai dit, sur l'âge, sur les comorbidités, sur la cinétique de prise en charge, on a une survie de 30%. Alors, dans l'hypothèse où l'ECMO serait mieux que le traitement conventionnel de l'arrêt cardiaque, eh bien, il va falloir inclure 2 fois 43 000 patients pour le démontrer, et on a calculé, je crois qu'il va falloir, à la vitesse à laquelle on inclut les patients, à peu près 14 000 ans. Donc, ni vous ni moi ne verrons le résultat. Mais vous voyez, ça nous renvoie à la problématique de 1% des patients avec un bénéfice qui est incertain. Est-ce qu'il faut investir, et à tous les sens du terme, dans de telles stratégies thérapeutiques d'exception? Alors, c'est quelque chose qui est repris. Il ne faut probablement pas se jeter comme ça, mais il ne faut peut-être pas non plus laisser passer le train. Et en tout cas, si indication il y a, il faut la poser au bon moment pour éviter d'avoir à se trimballer des patients dans ces conditions-là. Maintenant, pour finir et pour qu'on se sépare avec un peu d'optimisme, est-ce qu'il y a des raisons d'espérer et quelles sont les pistes aujourd'hui pour la prise en charge préhospitalière, mais pas que préhospitalière, des patients en arrêt cardiaque? Il y a ça. Vous n'avez pas pu échapper à ces applis qui vont solliciter le citoyen lambda pour venir intervenir auprès d'un patient, faire le diagnostic, masser, utiliser un défibrillateur s'il y en a un à proximité. Alors, il commence à y avoir un certain nombre d'études, vous le voyez, qui montrent que sur les différents critères de jugement, la réanimation par les témoins, la survie, on est plutôt en faveur de l'utilisation de ces applications.
même si on pourrait discuter de ça, ça se fait ici sans augmentation significative de la reprise d'activité cardiaque. C'est une piste, inévitablement elle va se développer, il sera toujours temps, parce que vous voyez qu'il n'y a quand même pas énormément de données, de regarder ce qu'elle donne. Il y a l'intelligence artificielle qu'on va situer en amont, c'est-à-dire qu'une fois que le diagnostic a été fait, des témoins ont été sollicités de proche en proche, eh bien aujourd'hui, il y a des études en cours sur des critères qui permettraient à l'appel au SAMU, aux pompiers, en tout cas aux structures de secours et au 911 si on est aux États-Unis, pour identifier, rechercher des paramètres qui ne sont pas les paramètres cliniques qu'on utilise habituellement, ne répond pas, ne respire pas, pour identifier des arrêts cardiaques. Bon, les résultats seront disponibles dans les mois ou dans les années qui viennent. Vous n'avez forcément pas pu échapper à ça, le drone qui va amener un défibrillateur au patient. Alors, il faut savoir que le modèle est tentant. Il y a un certain nombre de papiers qui ont été publiés sur le sujet. Il s'agit à peu près partout que de modélisation et dans des milieux où finalement la problématique est peut-être pas celle-là parce que les distances, c'est 3000 mètres, 5000 mètres, dans des zones plutôt urbaines évidemment, puisqu'il faut que le drone parte d'un endroit où il y a une structure de soins. Donc, bon, pour l'instant, en modèle, ça va plus vite qu'un autre mode de transport, d'accord, mais de là à montrer un bénéfice clinique, souvenez-vous d'autres stratégies qui paraissaient bonnes de prime abord et qui n'ont pas été confirmées. Après, il y a d'autres pistes qui sont intermédiaires entre le préhospitalier et l'hospitalier. La réanimation du patient dans une situation où il serait plus complètement en décubitus, qui, chez l'animal, j'insiste, chez l'animal, semble améliorer les paramètres hémodynamiques. Bon, pour l'instant, on en est encore aux études chez l'animal. Il y a, entre autres, l'équipe de Grenoble qui a une étude clinique en cours, mais on voit bien là aussi la problématique qui est que si un tel dispositif est mis en place dans un deuxième temps, c'est-à-dire à l'arrivée de l'équipe médicale, voire à l'arrivée à l'hôpital, évidemment, le pronostic n'est plus celui de l'utilisation d'un dispositif, puisque tout s'est joué avant. Et si la période de no-flow et de low-flow avant la mise en place du dispositif est trop longue, il n'y a à peu près aucune chance, dans une étude fût-elle de qualité, prospective randomisée, de montrer le bénéfice. Ça veut dire que si on veut montrer le bénéfice d'un tel dispositif, il va falloir qu'il soit utilisé très très tôt, très en amont. Ça veut donc dire probablement par les secouristes. Alors là, derrière, ça va poser d'autres questions, dont des questions économiques. Est-ce qu'on peut imaginer demain que tous les véhicules de premier secours qui circulent en France pourraient être équipés d'un tel dispositif, en n'oubliant pas que c'est ce que certains départements ont fait avec les dispositifs automatisés de massage cardiaque pour finalement se rendre compte qu'il n'y avait pas de bénéfice pour les patients. Donc, vous voyez que c'est des questions qui demeurent complètement ouvertes, mais l'application dessus, là aussi, il ne faut probablement pas être trop fast et trop furious pour se jeter sur les nouvelles idées. Alors, nous, on avait essayé, il y a plus de 10 ans, le Doppler transcrânien au cours de la réanimation cardiopulmonaire des arrêts cardiaques. En fait, c'est compliqué, d'abord parce qu'il faut avoir du matériel qui permette de le faire et on n'a pas forcément en routine des échographes avec le Doppler ad hoc. Ensuite, il faut avoir une parfaite maîtrise du Doppler transcrânien parce que finalement, quand on ne voit pas de flux, il faut être sûr de soi pour pouvoir dire il n'y a pas de flux parce qu'il n'y a pas de flux et pas il n'y a pas de flux parce que je ne suis pas sûr que je sais le trouver. Donc, c'est sélectif. Et ensuite, pendant la réanimation d'un patient en arrêt cardiaque qui bouge, ce n'est pas si simple que ça, mais on commence à avoir une série non négligeable de patients en arrêt cardiaque. Et malheureusement, il va falloir avoir une série très importante pour pouvoir corréler ça par rapport au pronostic du patient, par exemple. Et ça, ce n'est pas si simple, mais on a observé assez régulièrement chez des patients au cours du massage du backflow qui, évidemment, fait dire chez ce patient que le pronostic neurologique va être péjoratif. Alors, il y a d'autres pistes avec des dispositifs d'évaluation de la perfusion et de l'oxygénation cérébrale ou tissulaire plus globalement. Je vous montre une étude récente ici, dans laquelle les patients, donc CPC 1 ou 2, c'est ceux qui nous intéressent, c'est ceux qui ont un bon pronostic neurologique et qui ont des paramètres hémodynamiques au Doppler transcrânien, ici de vélocité diastolique, d'index de pulsatilité, qui sont statistiquement significativement différents de ceux des patients qui ont un moins bon pronostic. De là à en faire un outil au quotidien, pourquoi pas, hein, nous on avait l'expérience parfois que
on a utilisé les deux, hein, le BIS et le Doppler transcrânien, que la modification du massage cardiaque, de sa fréquence ou de son intensité, pouvait avoir un impact qui était visualisable immédiatement, mais on comprend bien là aussi que d'un point de vue logistique, pratique et financier, c'est peut-être pas l'élément prépondérant aujourd'hui pour améliorer le pronostic des patients en arrêt cardiaque. Alors, élément supplémentaire pour prendre ça avec des pincettes, on est plus sur des voies de recherche qu'autre chose, c'est que dans l'étude que je vous présente ici, vous voyez, il y a à peine plus de 30 patients qui sont inclus, 15 avec un bon pronostic, de 27 avec un pas bon pronostic. La seule chose qui m'a intéressé dans ce critère, c'est que finalement, il n'y a que 2 patients qui sont écartés parce qu'il n'y avait pas une bonne fenêtre acoustique. Donc, la faisabilité, elle paraît à peu près claire. Ce n'était pas c'était pas le Doppler transcrânien. Donc, les techniques suivantes qui ont fait la preuve de leur efficacité dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque, eh bien, il n'y a que la défibrillation, le massage cardiaque sur un patient assis sans cours d'évaluation, l'hypothermie pro-hospitalière, j'en ai parlé, l'ECMO, je vous ai montré les réserves, et le Doppler transcrânien, c'est peut-être un outil de monitorage d'avenir, mais pour l'instant, ça ne peut être qu'un élément de recherche. La vraie raison d'espérer pour moi, elle est ici. Clairement, la clé, et je vous montrerai sur la dernière diapositive, la chaîne de soins, elle ne doit plus être ce qu'elle était. Et les premiers maillons sont les maillons dont on peut espérer qu'ils vont faire progresser le pronostic global de ces patients. Et donc, si on veut que ça marche, il faut former les enfants et les former le plus tôt possible en y remettant des couches régulièrement pour qu'arrivé à l'âge adulte, ils soient matures du côté de la réanimation cardio-pulmonaire. Alors, ce qui a changé et ce qui doit pouvoir constituer un vrai levier pour la formation, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde a vu un arrêt cardiaque, tout le monde a vu de la réanimation cardio-pulmonaire. Et on peut passer d'explications à comment on fait le massage cardiaque, je pense aux explications qu'on donnerait par téléphone. Moi, maintenant, j'ai simplifié mon discours. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un faire du massage cardiaque à la télé? La réponse est oui, ben vous faites pareil. Et on peut utiliser à la fois ces outils en direct et puis les utiliser comme éléments d'éducation, parce que sur ces 3 premiers points, finalement, il y a des arguments pour dire que la formation purement théorique peut être performante. Et je pense ici aux serious games, aux jeux vidéo de tout genre. Alors, à peu près tous les pays en ont développé. Je vous ai mis ici un jeu développé en Espagne. Ici, c'est le Staying Alive, c'est la version française. Donc, vous pouvez vous connecter et il y a 2 niveaux de jeu, Level 1, Level 2, pour, comme dans un jeu vidéo, finalement, apprendre à prendre en charge l'arrêt cardiaque. C'est suffisamment vrai, ça a été développé dans suffisamment de pays pour qu'il y ait maintenant les bons algorithmes pour la façon de construire le jeu et un certain nombre d'études, je vais passer sur les résultats, qui laissent à penser que ça peut être un outil qui peut même se substituer en fait à des vraies séances sur le mannequin. La difficulté étant de passer de quelque chose de purement théorique à la réalisation du geste sur un mannequin. Et la vraie conclusion, elle est celle-ci. La vraie conclusion, c'est que, évidemment, nous qui voyons ça avec un œil de docteur de l'urgence, de la réanimation, on a envie de focaliser toute notre attention sur cette dernière phase, qui est celle de la partie médicale de la réanimation, voire de la post-réanimation. Et en fait, cette chaîne, telle qu'elle est habituellement représentée, induit un biais, parce que si on veut des bénéfices, c'est comme ça qu'il faut la représenter, cette chaîne. C'est clairement sur les premières phases qu'il faut miser l'essentiel, parce que le pronostic, il se joue ici beaucoup, ici un peu, et puis ici, je suis désolé, mais pour ce qui nous concerne, eh bien, pas beaucoup. Donc, le seul message, c'est de travailler sur les premiers maillons, de favoriser l'éducation de la population, et il faut commencer tôt pour que ça marche. On en a la preuve, regardez. On lui laisse faire un bouche à bouche et puis on en reste là. Et je vous remercie, on a un peu de temps pour les questions.
Merci beaucoup pour votre présentation très très didactique et très dynamique. On va commencer par une première question de Kiran qui est par rapport aux pompes automatisées. Ouais. Est-ce que, donc, en dehors de l'absence de données de bénéfices sur la survie, est-ce qu'il y a quand même pas un intérêt à utiliser ces pompes pour éviter d'épuiser les équipes de secours par le massage cardiaque, de libérer du temps pour faire éventuellement d'autres gestes pendant la réanimation? Est-ce que ça pourrait pas être un facteur confondant dans les études? Alors, les facteurs qui font que les études ne sont pas positives euh, sont, euh, sont clairement multiples. On va en citer deux ou trois. Euh, le premier, c'est le temps de mise en place. Et le temps de mise en place de la planche, il va être d'autant plus long qu'on n'est pas entraîné et que les équipes n'ont pas l'habitude de le faire. Et celui-là, il est préjudiciable. On sait que chaque seconde de compression perdue, et c'est toute l'ambiguïté, chaque seconde de compression perdue a un impact défavorable sur le pronostic, mais mettre en place la planche, c'est perdre du temps. Donc ça, c'est un premier critère. Le deuxième, c'est qu'on ne peut pas écarter l'idée d'une morbidité liée au dispositif lui-même. Et on a tous vu des patients qui, après un massage vigoureux par le piston du Lucas ou par la ceinture, avaient une hémorragie pulmonaire, une hémoptysie dont on ne sait pas bien d'où elle sort, des lésions hépatiques qui peut-être sont liées à des fractures de côte ou à des lacérations. Et puis la troisième hypothèse, c'est que dans ces études, et c'est tout le problème avec l'arrêt cardiaque, on ne sait pas reproduire la vraie vie. Probablement la planche, ça fait mieux qu'un kidam qui masse. Probablement que la planche, ça fait même mieux qu'un secouriste qui masse. Sauf que dans les études, évidemment, les personnes qui massaient savaient qu'il y avait une étude et qu'il y avait une randomisation qui pouvait être soit dans un groupe, soit dans l'autre. Et il est très vraisemblable que leur performance au massage cardiaque dans le groupe massage cardiaque seul était meilleure qu'elle ne le serait dans la vraie vie. Donc il y a des vrais problèmes méthodologiques. Toujours est-il qu'avec ces limites-là, on n'a pas pu faire la preuve de leurs bénéfices. Alors, est-ce qu'il y a des indications? Oui, il y en a certainement. Ça nous a ouvert la porte, même si depuis, ça s'est un peu écroulé au transfert pour des dons d'organes à cœur arrêté. Donc, on a continué les manœuvres de réanimation. Ça a ouvert la porte au transfert en ECMO, mais vous avez vu les limites. Moi, j'ai l'impression que l'ECMO dans l'arrêt cardiaque réfractaire, c'est quand même essentiellement compassionnel. Ça, à l'occasion d'une situation un peu critique, libérer des mains ou libérer de l'espace, c'est incontestable. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est là qu'il faut mettre notre argent en termes de santé publique? Est-ce qu'il faut mettre partout des planches pour zéro bénéfice sur le pronostic, alors que de toute façon, les équipes de secouristes, elles seront là, puisque inévitablement, elles sont là. La réponse, elle n'est pas que médicale. Hein. Là, la réponse, elle est sociale, sociétale, où on met nos sous. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question par rapport à l'organisation quand on arrive sur un arrêt cardiaque ou quand on prend en charge un arrêt cardiaque. Est-ce qu'il y a des données scientifiques sur comment s'organiser? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un leader? Parce que très souvent, quand il y a un arrêt cardiaque, il y a 15 personnes qui sautent sur le patient. Combien de personnes pour masser? Combien de personnes pour prendre en charge un arrêt cardiaque? Alors oui, et c'est là toute la place de la simulation. C'est clairement un des domaines sur lequel les procédures ont été le plus évaluées et devraient être le plus standardisées. Alors, c'est presque plus facile, finalement, quand on est en pro-hospitalier, parce qu'il y a un médecin, un infirmier et un, deux, trois secouristes. Effectivement, c'est plus compliqué à l'hôpital, où il va y avoir beaucoup de monde et souvent trop de monde. Et on sait que dans les situations critiques, trop de monde et surtout trop de docteurs autour du patient, ça peut être délétère. Donc, c'est relativement bien standardisé. Aujourd'hui, les secouristes savent tous bien masser, mais ça peut être la place du docteur aussi de dire et d'optimiser le massage cardiaque en veillant bien à la fréquence, au rythme, qu'on ne sacrifie pas l'un pour privilégier l'autre, en n'oubliant pas que notre tendance naturelle, c'est à masser trop vite dans ce contexte un peu stressant. Et puis, très très vite, le médecin doit être le chef d'orchestre, mais c'est indispensable que toutes les équipes qui gèrent les arrêts cardiaques aient, réfléchi à la façon de s'organiser, et peut-être la façon de s'organiser n'est pas la même à Brest, à Poitiers et à Bobigny.
se soient entraînés et se soient entraînés ensemble et in situ. Et vraiment, alors, l'avantage en plus de l'arrêt cardiaque dans la simulation, c'est que c'est la situation qui demande le moins de matériel. On peut même le faire avec un bout de carton et un oreiller dans un lit. Hein. C'est hyper simple. On peut tout simuler. On simule la perfusion. On n'a pas besoin d'un mannequin haute fidélité, mais c'est indispensable de le faire. Et je crois que dans nos structures intra-hospitalières, c'est indispensable de le faire in situ, le plus souvent possible. Ok, merci beaucoup. Merci. J'ai une question concernant finalement les études avec donc tous les traitements qui ont été évalués et qui sont négatifs. Est-ce que, en fait, est-ce que un des problèmes de ces études finalement, c'est que un arrêt cardiaque peut avoir une multitude de causes et que finalement, on évalue un même traitement pour un symptôme qui est l'arrêt cardiaque, mais qui peut avoir des étiologies différentes. Et donc, est-ce qu'il y a des analyses de sous-groupe, par exemple, qui laisseraient penser que selon quand même le premier tracé ou la cause suspectée, il y a des thérapeutiques qui pourraient être quand même bénéfiques? On a envie d'y croire. Hein. On a envie d'y croire. Parce que tu te rends compte, si on se dit que l'adresse, ça ne sert à rien, l'intubation, ça ne sert à rien, si on pousse à l'extrême, on peut même se dire, mais il n'y a aucun pays qui a franchi le pas. Hein. Les Japonais, ils ont les mêmes résultats que nous, n'empêche qu'ils ont 500 000 arrêts cardiaques, ils continuent à les réanimer. Mais on peut même se dire, si le patient n'est pas choquable, on ne le réanime pas. Hein. Et là aussi, est-ce que ce serait, j'imagine mal, qui que ce soit décider de ça demain, parce que c'est un problème de maturité de société. Mais alors, quand on pourrait répondre précisément à la question, les seules analyses de sous-groupes qui sont faites sont rythme choquable et pas choquable. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on a réalisé cette dichotomie, on a introduit déjà un biais absolument monstrueux, puisque le pronostic de ces deux groupes de patients est fondamentalement différent. La deuxième analyse qui est réalisée, c'est cause cardiaque, cause non cardiaque. Sauf que ça demeure essentiellement des hypothèses. C'est facile d'écarter les arrêts traumatiques, mais une fois qu'on a écarté l'arrêt traumatique, on fait cardiaque, non cardiaque, et on n'a pas beaucoup fait avancer le dossier. Il y a un critère que je n'ai pas cité, hein, peut-être que la question, vous l'avez en stock, mais c'est aussi la place de l'angioplastie chez ces patients. Eh bien, c'est un des critères de se dire, plus c'est cardiaque, plus on va aller vers l'angioplastie, sauf qu'aujourd'hui, de la même façon, on n'a pas la preuve. Quand on a essayé d'aller plus loin avec l'électrocardiogramme, ça paraissait évident, hein, ça remonte aux études parisiennes qui ont 20 ans. Quand on fait les coraux aux patients qu'on a récupérés d'un arrêt cardiaque, on trouve beaucoup de lésions. Ben ouais, sauf que l'imputabilité de la lésion à l'arrêt cardiaque lui-même, ce n'est pas si simple que ça. Et ça a été testé prospectivement, randomisé pour les patients sans sus-décalage du segment ST, pour lesquels souvent on se pose des questions. Eh bien, chez ceux-là, il n'y a pas de bénéfice à les faire passer systématiquement par la choro. Donc, on a l'impression que même quand on va découper davantage les groupes, malheureusement, à part identifier les sous-groupes qui ont déjà spontanément un bon pronostic, c'est un peu tout le problème de l'ECMO, hein, on sait quels sont les facteurs de bon pronostic. Bah ouais, dans ces cas-là, il y a 30% de survie. D'accord, merci. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, c'est toutes des questions sur la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire en préhospitalier. Moi j'ai une question par rapport au bicarbonate. Quand on masse longtemps, il y a peut-être de l'acidose, on a peut-être envie de mettre du bicarbonate. Ça a été étudié, on sait si… Alors, le vieux que je suis a connu une époque où c'était systématique si le patient n'était pas reparti dans les premières minutes. Et puis, progressivement, ça a disparu. Alors, je ne crois pas que ça ait disparu parce qu'on a des études qui ont montré que c'était non positif, mais il y a plein de choses qui ont été retirées comme ça progressivement des recommandations en se disant on n'a pas la preuve de l'efficacité, donc on ne fait pas. Alors à un moment, on s'est arrêté, hein, parce que comme on avait la preuve de rien, on aurait tout retiré. Mais les bicards ont été retirés plus sur des arguments théoriques, de mémoire, mais ils sont retirés depuis 15 ou 20 ans, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais de mémoire, ils ont été retirés de la première ligne parce qu'on n'avait pas la preuve du bénéfice. Et
même aujourd'hui, dans la vraie vie, de façon anecdotique, on ne les utilise plus du tout, sauf si on a vraiment un argument très très fort pour une situation très particulière, métabolique, toxique ou autre, mais en pratique, on les utilise, nous, on les utilise plus du tout. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as d'autres questions, Cécile, ou si vous avez d'autres questions. En tout cas, n'hésitez pas. De la même façon qu'a disparu pour le grand public, quand, quand moi j'étais interne, ce qui remonte quand même un petit peu, le diagnostic de l'arrêt cardiaque pour le grand public, c'était vachement compliqué. Il fallait prendre le pouls. Personne ne sait prendre le pouls. Avec une difficulté supplémentaire qui n'est pas de trouver un pouls, qui est capable de dire qu'il n'y a pas de pouls, ce qui suppose qu'on sache bien trouver un pouls. Et puis après, vous vous souvenez, le massage cardiaque, il fallait mettre les mains comme ça pour couper la poitrine en deux. Alors après, les gens, 15 jours après, ils ne savaient plus, ils mettaient les mains en vertical, horizontal. Donc, il y a eu une volonté de simplifier. Ça a été aidé parfois par quelques études qui montraient que telle ou telle stratégie n'était pas positive, mais aussi par une volonté de simplifier les recommandations. Et si on veut que les recommandations soient assez universellement appliquées, il faut qu'elles soient simples. Ok, ben, je pense que le message est clair. On va aller former nos proches dans les écoles également pour essayer d'améliorer, déjà de reconnaître l'arrêt cardiaque et d'essayer de leur apprendre à masser, à prévenir et puis à débuter le massage cardiaque. Je vous propose qu'on s'arrête là, vu qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, professeur Lapostole, de nous avoir fait ce topo qui était vraiment, vraiment super. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents et puis à très bientôt et puis bon courage pour les prochains changements de stage. Bonne soirée. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.